Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion en entreprise. Comment faire cohabiter plus de 30 nationalités. On va en parler avec Pierre-Arnaud Bouillet. Il est responsable diversité et inclusion chez Plateforme.sh, une entreprise qui cartonne, une entreprise de la tech, entreprise française d'ailleurs. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, la logotique. Est-ce que vous avez entendu parler de la logotique ? C'est un livre, une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes, écrit par Francis Massé. Il est l'auteur de cet ouvrage, président de MDM Consultant. Il est l'auteur et il sera notre invité dans le livre de Smart Job. Le cercle RH, les experts de Smart Job, comme chaque mercredi. On va parler évidemment de cette réforme des retraites car les décrets d'application sont arrivés au Conseil d'État. On va parler aussi de cette main tendue du gouvernement en direction des syndicats. Et puis on évoquera la polémique RSA, le donnant quelques heures de travail en échange de cette allocation et ça ne se passe pas forcément très bien. Voilà le programme pour le cercle RH et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le Chief People Officer. Quel est le nouveau rôle dans l'entreprise ? Il avait été un peu critiqué. On en parlera avec Atika Renk. Elle est justement Chief People Officer chez Cobuzz. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'inclusion, de diversité et on en parle là très concrètement dans l'entreprise. Comment on peut faire coexister, cohabiter harmonieusement plus de 30 nationalités, 47 d'ailleurs nationalités. On en parle avec Pierre-Arnaud Bouillet. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Arnaud, enchanté. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable diversité et inclusion chez Plateforme.sh. Alors une entreprise qui cartonne, en un mot, vous faites du cloud, entreprise française. Vous avez levé combien ? Plus de 120 millions d'euros là ? Oui, c'est ça, en fonction du taux, entre 120 et 140 millions l'année dernière en série D. Alors ce qui est très original dans cette entreprise, au-delà de ses résultats économiques, c'est que c'est du full remote, 100% remote, télétravail 100%. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Ça a démarré quand cette aventure du remote ? Alors écoutez, l'entreprise a démarré il y a 11 ans, donc 2 ans après, la plupart des équipes étant constituées d'ingénieurs, il y avait un constat, c'était comment faire pour allier la vie de famille. Plus de 50% des personnes étaient parents, avaient des enfants ou prenaient soin de leurs propres parents, et aller chercher les talents au meilleur endroit. Donc en fait, ils se sont dit flexibilité horaire d'un côté, pour les équipes qui pouvaient l'absorber, et télétravail complet dans 39 pays idéalement. Voilà. Alors Pierre-Arnaud, il y a un vrai sujet, mais je sais que vous allez m'éclairer sur la question. Vous portez la diversité et l'inclusion. Alors évidemment, 47 nationalités, on voit bien qu'il y a une volonté de diversité et d'inclusion. Mais il y a aussi un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de spécialistes en France. En même temps, si vous allez en Inde, si vous allez au Maroc, si vous allez dans les pays de l'Est, vous allez les chercher. C'est de la diversité et de l'inclusion ou c'est du pragmatisme d'abord ? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que si on part sur le principe à la base de la discipline diversité, équité, inclusion, l'idée c'est d'avoir un ensemble de principes et systèmes pour pouvoir traiter les personnes en fonction de leurs différences de la façon la plus juste possible. Ça peut être sur des promotions, sur autre chose. Partant de ça, comme vous l'avez très bien dit, on ne choisit pas où sont les personnes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que comme cette discipline a pour effet un bien-être au niveau des collaborateurs, une augmentation de leur productivité, ce qui est bénéfique pour l'entreprise, permet parfois de devenir leader, mais également un effet long terme sur le sentiment d'appartenance, voire social, puisque d'autres entreprises peuvent peut-être tenter de faire la même chose. En fait, on s'est dit, autant allier l'utile et l'agréable et investir là-dessus massivement. Un mot sur les 47 nationalités. J'évoquais l'Inde. Enfin, je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé, mais 47, ça veut dire que c'est tous les continents où vous allez recruter ? Tout à fait. On a divisé le monde en 3 régions, on va dire, Canada, US, Amérique du Sud. Ensuite, toute la zone Europe plus Moyen-Orient. Et enfin, pour terminer, l'Asie. Et en fait, en fonction du business et des personnes présentes, eh bien, on va dimensionner les entités sur place pour augmenter la taille de l'entreprise. Donc tout le monde en full remote, entreprise française qui est une scale-up, qui marche très très fort, on vient de l'entendre. Toutes ces personnes, en fait, vous allez les chercher, elles sont recrutées, elles ont un contrat français. Comment ça se passe ? Parce que elles disent, c'est formidable, moi je suis ingénieur en Inde, je vais avoir un contrat français avec tous les droits qui vont avec ? Alors pas exactement. C'est plus compliqué que cela. Plus compliqué que ça, effectivement. Alors on va avoir notre entité principale en France qui va s'occuper des personnes employées françaises, mais aussi des contracteurs, enfin des contractuels dans le monde.
Donc ces personnes-là vont avoir un contrat spécifique, leur permettant de travailler au sein des pays où on a moins de 10 personnes. En revanche, les pays où on a plus de 10 personnes et beaucoup de clients de commande, on va créer une identité légale avec des avantages liés au pays en question. On essaye souvent d'en rajouter un peu plus. Mais voilà, on essaye d'être le plus juste possible en fonction des... Enfin, le plus juste et en même temps le plus attractif possible aussi. Puisque j'imagine que la concurrence est rude. Vous êtes quand même un peu le Gaulois là, dans les entreprises françaises, parce que le 100% remote, full remote total, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui usent de cela. Vous qui portez cette question de l'inclusion, c'est quoi les avantages ? Alors, le fait, c'est extrêmement attractif pour les personnes qui postulent. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu 13 000 personnes qui ont postulé. L'année dernière, 18 000 personnes, puisque en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes, lorsqu'on leur fait confiance, qu'on leur donne des moyens d'avoir accès à des formations, de gérer leur emploi du temps, notamment pour celles qui font du sport ou qui sont parents, etc., en fait, elles ne vont pas en abuser et elles vont travailler. Donc en fait, le contrat de base, c'est un contrat de confiance. Et en fait, c'est pour ça que nous sommes très populaires. Comment ça se passe ? Alors la cohabitation, on l'entend, hein, vous ne réunissez pas les 47 nationalités dans un grand immeuble où tout le monde parlerait de l'anglais. D'ailleurs, je pense que tout le monde parle anglais au final. Comment on fait la passerelle entre tous ces continents, entre différentes cultures, différentes manières de travailler, et comment on arrive encore à faire entreprise avec toutes ces différences finalement ? Excellente question. Alors, effectivement, on a commencé par décider que la langue de travail serait l'anglais. Évidemment. Par la suite, on a mis en place des référentiels, c'est-à-dire une bibliothèque de livres auxquels les personnes peuvent accéder, des suggestions même par mois, pour comprendre les différences de communication interculturelle, l'intersectionnalité, quand on manageait des personnes n'ayant pas la même culture à la base que la sienne, de façon à ne pas mettre en place des biais lors de promotion ou d'évaluation annuelle. Et donc, pour manager tout ceci, alors on a des budgets, que ce soit pour faire du coworking dans des pays spécifiques, des regroupements interpays. Oui, parce qu'on se réunit de temps en temps quand même. Tout à fait, de façon à créer d'autres types de liens. Et l'idée, c'est de mettre en place un maximum de temps d'échange, parfois sur des thématiques dures, comme lors de tables rondes sur le burn-out et la prévention de celui-ci, donc avec des témoignages de personnes venant d'extérieur, la parentalité d'adolescents ou d'adolescentes faisant leur coming out, lors du mois de Pride en juin. On a eu une table ronde récemment sur les cultures africaines et leur diaspora, par exemple les populations Yoruba, célèbres pour leur musique, exact. Plus de 40 millions de personnes dans le monde, les populations Peul, à dominante nomade, plus de 50 millions dans le monde, etc., pour que les gens aient un espace où ils peuvent poser des questions aux autres pour apprendre de leurs différences, mais également que les personnes ne sont pas obligées de répondre au cas où celle-ci ne soit pas à l'aise, ce qui garantit en fait un espace où on peut parler de tout type de sujet. C'est une entreprise monde, votre entreprise. Oui. Enfin, il y a aussi, au-delà de l'aspect purement business qu'on évoquait au début de l'échange, parce qu'il y a du pragmatisme, parce qu'il faut recruter, parce que vous grossissez. Qu'est-ce que ça produit comme effet et comme sociologie dans l'entreprise ? Ils sont plus ouverts, les collaborateurs ? Alors c'est très intéressant parce que c'est un peu dans certains cas, alors soit on a des personnes, la plupart des personnes qui nous rejoignent, qui souhaitent travailler dans un contexte multiculturel ou international à cause d'expériences passées, d'histoires familiales ou même du fait d'être ouvert au sujet naturellement. Exactement. Et puis on va avoir des personnes qui se disent pourquoi pas, j'ai jamais tenté. Auquel cas, celles-ci vont poser énormément de questions pour s'informer, se cultiver. Et parfois, on a un dispositif d'échange, par exemple, lors de vacances ou autres. Et donc, les personnes vont aller découvrir d'autres cultures. Donc, on peut faire entreprise, même en 100% full remote, avec 47 nationalités, il faut le préciser. Et vous êtes en recrutement, j'imagine que là, vous accélérez encore, dans les 3 parties du monde dont on a parlé. Tout à fait. Alors, les deux années précédentes, on avait un objectif de plus de 100 personnes sur 2 ans qu'on a accompli. Maintenant, on souhaite prendre soin des collaborateurs, on continue à recruter, mais on investit sur ce qu'on appelle le talent management pour leur permettre d'être encore plus performants au sein de leur job. L'empowerment. Exactement. Pierre Arnaud, une dernière question. C'est quoi la nationalité dominante ou les 3 nationalités qui dominent chez Plateforme ? Alors, une centaine de personnes du côté français, une centaine de personnes du côté américain, et après, pour le reste, c'est à peu près égal entre Inde, Australie, Allemagne, Canada et Angleterre. Peu ou prou. C'est la liste des pays qui vivent, de toutes ces nationalités qui vivent harmonieusement, en tout cas si je vous entends, au sein de plateforme.sh. Merci Pierre Arnaud Bouillet d'être venu nous rendre visite, responsable diversité et inclusion dans cette scale-up française, faut-il le préciser, mais entreprise monde. Merci à vous. Merci beaucoup. On tourne une page chez le livre de Smart Job comme chaque semaine. Alors là, évidemment, on va découvrir quelque chose dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. La logotique, c'est un livre et on en parle avec son auteur. Il va tout nous raconter.
Le livre de Smart Job, alors un livre avec un mot dont vous n'avez jamais entendu parler, d'ailleurs je crois même qu'il n'est pas dans le dictionnaire, la logotique, une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes. Alors c'est un livre extrêmement riche et totalement disruptif. On en parle avec Francis Massé parce que vous êtes l'auteur, Francis, de ce livre. Alors on vous connaît, vous êtes venu sur ce plateau nous parler d'aviation au moment de cette crise Covid où on disait que plus aucun avion ne décollerait, ce qui évidemment est faux. Vous avez monté l'UTA, qui est une université particulière. Alors, commençons par le début. Ce livre propose une disruption de la formation, de la manière dont on peut accompagner des participants à des formations. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience qui est née de ce que vous faites déjà à l'UTA, et vous vous êtes dit de cette réalité, finalement, je vais en faire un concept. Souvent, c'est l'inverse. On fait un concept et puis ensuite, on irradie la réalité du quotidien. Vous êtes parti de l'inverse. L'UTA, c'est en fait la logotique qui n'avait pas encore été inventée. En quelque sorte, oui. Alors d'abord, l'UTA, c'est l'Université du transport aérien. C'est une formation professionnelle assez inédite, portée par l'ENAC et encouragée par la Direction générale de l'aviation civile. Exactement. J'ai testé cette idée de logotique à partir d'UTA et tout l'écosystème du transport aérien, la filière professionnelle de l'aéronautique et du transport aérien a porté cette aventure, ce nouveau concept. C'est une formation professionnelle, mais c'est une formation professionnelle qui a une singularité. C'est une formation professionnelle au sein d'une filière professionnelle, pas dans une entreprise unique ou une administration unique. C'est-à-dire, c'est une formation professionnelle à l'intérieur de la totalité de l'écosystème du transport aérien et de la construction aéronautique. Pour donner envie à ceux qui s'intéressent à ces sujets de formation, il y a l'idée d'associer tous les acteurs dans des écosystèmes, le public, le privé. Page 96, quand même, vous nous prenez par la main. Vous dites, il n'est pas aisé de présenter la logotique en tant que forme particulière de formation professionnelle continue. On est clairement dans la notion d'université d'entreprise, sauf que nous sommes ici dans une université inter-entreprise doublée en sus d'un partenariat public-privé. J'ai essayé de trouver la définition. C'est ça l'idée ? On fait tomber les murs, quoi. On fait tomber les murs, on prend dans une même conception de formation l'ensemble des parties prenantes d'une même filière professionnelle. Bon, c'est facile à comprendre en termes de transport aérien. L'écosystème du transport aérien, ce sont les avionneurs, les motoristes, les compagnies aériennes, les aéroports, toute la supply chain aéronautique, les compagnies aériennes, la DGAC, ou toutes tout le les monde administrations. se forme. Tout le monde se forme en même temps. On fédère les équipes. Ce sont des hauts potentiels, c'est le top du middle management, c'est des cadres dirigeants supérieurs. On forme les équipes, on les apprend à travailler ensemble, à fédérer, à partager leur point de vue et à réfléchir aussi sur l'avenir de cet écosystème. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de thématiques qui font que cette filière est interpellée et se pose des questions. Vous êtes beaucoup intéressé aux enjeux de la fonction publique et à travers ce livre, vous y revenez puisque vous dites notre modèle est pour ne pas dire en panne, quasiment subclaquant. Il faut le réinventer. On le réinvente comment ? En faisant rentrer dans l'écosystème des acteurs privés, en ouvrant la fonction publique et ses acteurs à d'autres formes de formation. C'est ça la philosophie de la logotique ? Oui, c'est tout à fait ça. Si vous voulez, le service public, c'est d'abord et avant tout le service du public. Donc, mettre les fonctionnaires concernés dans un écosystème particulier, là, en l'occurrence, la DGAC pour l'écosystème du transport aérien, eh bien, on les met en présence de leurs homologues dans les différentes parties prenantes de cet écosystème, dans l'ensemble des entreprises. Donc, c'est un partenariat public-privé. Et aujourd'hui, on a fait la preuve du concept, puisque ça fait 7 ans que l'École nationale de l'aviation civile, avec tout le secteur aérien, développe cette formation. Vous insistez aussi sur, au-delà de ce sujet très organisationnel, c'est-à-dire de faire travailler ensemble des gens qui, objectivement, n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Vous le prouvez à l'UTA. Vous évoquez aussi un concept écologique de transformation de notre société. Comment vous allez jusque-là à travers la logotique ? Comment on y accède ? Oui, alors là, je fais appel à 2 notions clés. C'est l'écosystème, un écosystème complexe, innovant, qui est porté notamment par Michel Salov-Coste et beaucoup d'autres. Et Michel Salov-Coste intervient d'ailleurs Absolument. À l'Université du transport aérien, en sa qualité de directeur de la prospective à l'Université catholique de Lille. Mais cet écosystème innovant a besoin
pour innover, d'être beaucoup plus cohérent et de mieux se connaître dans son interne, partie prenante, publique et privée. Mais pour être innovant, il faut qu'il s'ouvre à d'autres écosystèmes. Et pour s'ouvrir à notre écosystème, il faut d'abord que lui-même soit cohérent, soit cohésif. Et s'ouvrir, l'exemple pour illustrer ça, c'est très simple à comprendre. La décarbonation aujourd'hui, qui est absolument obligatoire, indispensable, et qui est un enjeu de l'écosystème du transport aérien, ne peut se faire que si cet écosystème se met en contact avec l'écosystème de l'énergie. Et en même temps, l'écosystème doit être transformant, en ce sens qu'il doit être une solution pour la société, et la société désirable que l'on souhaite pour demain. Merci d'être venu nous rendre visite, Francis Massé. La logotique, alors c'est un nouveau mot. Au-delà du mot, c'est un concept extrêmement détaillé. Et qu'on peut appliquer dans d'autres écosystèmes, évidemment. La santé, les médias, etc. Les médias, publics, privés, ça c'est un concept. En fait, le système va se rebiffer quand même après avoir lu votre livre, non ? Non, puisque ça fait 7 ans que nous appliquons à l'Université du transport aérien cette méthode, et je ne pense pas qu'on puisse... Enfin, on peut vraiment l'appliquer dans d'autres écosystèmes qui en ont bien besoin, parce que notre société est faite d'organisations. Et c'est toutes les organisations qu'il faut faire évoluer et qu'il faut transformer. Une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes, édition L'Harmattan. Il faut toujours citer l'éditeur, avec une préface de Yannick Assouad et une postface de Michel Saloff-Coste, auteur Francis Massé. On a été complet. Merci Francis Massé de nous avoir rendu visite. Et vous êtes à la tête de l'UTA, l'Université du transport aérien. À l'ENAC. À l'ENAC. Merci à vous. On tourne la page. Courte pause. Les experts de Smart Job avec l'actualité. Elle est riche. On va parler de la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat. On va aussi évoquer les décrets d'application qui sont au Conseil d'État, les décrets d'application de la réforme des retraites. Et on va parler de la polémique RSA, le donnant-donnant. Un peu de travail en échange de l'allocation. Ça ne se passe pas forcément très bien. On en parle avec nos experts juste après la pause. Le cercle RH, les experts, la réforme des retraites et les décrets d'application, la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat. Est-ce dire que c'est doucement le chant du cygne de la contestation ? Peut-être pas. Et on va parler du RSA, le donnant-donnant, c'est-à-dire quelques heures de travail en échange de cette allocation. Ça ne se passe pas forcément très bien. Il y a quelques voix qui se sont élevées pour contester cette proposition. On en parle avec mes invités. Véronique Reilsout, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est toujours un plaisir. Vous êtes la CEO de Backbone Consulting et vous avez devant vous votre dernier livre. Il sort aujourd'hui, donc il est tout chaud des imprimeries. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise ? Pas du tout. C'est ça, on est bien d'accord. Non, c'est donner des clés de compréhension et essayer de voir comment on sort de cette situation compliquée. Compliquée. Merci d'être là. William Tay est à mes côtés, président du Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Ravi. Et François Vigne, ravi de vous accueillir. François, associé chez Sycomore Corporate Finance, et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Tout à fait. J'ai envie de regrouper les deux. Il y a à la fois les décrets d'application qui vont partir, qui sont d'ailleurs sur les bureaux du Conseil d'État pour examiner l'aspect très concret de l'application. Et au même moment, Elisabeth Borne tend la main au syndicat. Dans quel état d'esprit vous vous situez ? Nous tous, c'est finalement l'état d'esprit des Français. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train, et peut-être commençons par Véronique, on est en train de solder ce mouvement social ? Ou pas ? En tout cas, pour les Français, le fait que les syndicats rencontrent la Première ministre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les syndicats sont ceux qui sont sortis un peu gagnants de cette séquence. Gagnants parce que les Français ont apprécié leur alignement et leur bon sens. Et d'ailleurs, dans cette consultation, c'est le maître mot, le bon sens, en disant on doit d'abord se poser la question de quoi ? Quel est l'objectif ? De quoi allons-nous parler et comment on va en parler ? Et globalement, les Français sont plutôt attentistes et positifs, même s'il y a encore pas mal de voix qui s'élèvent pour dire bon, franchement, on aurait pu parler de ces sujets avant. On est d'accord. Voilà, c'est fait, c'est ainsi. Je précise que le CESE organisait hier et mercredi une grande journée autour du travail. Journée dans laquelle Sophie Binet, le patron de la CFDT, Laurent Berger, tout le monde était autour. On avait l'impression qu'on préparait la réforme des retraites. Exact. Sauf qu'on l'a fait à l'envers. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on est en train de solder le sujet d'une manière, je dirais, un peu douce ? Il reste encore des casseroles, il reste encore des ministres qui sont interpellés, évidemment, mais on a le sentiment que tout ça est en train de doucement s'atténuer. Peut-être me trompais-je ?
Non, mais je pense que tout le monde souhaite sortir de la crise. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est dans la crise, qu'on est dans une phase qui est préoccupante pour la démocratie française et pour la société. Donc je pense qu'il est très souhaitable d'en sortir. Tout le monde cherche à en sortir. Il faut trouver un chemin de sortie. Et on sait que c'est toujours compliqué quand il y a un rapport de force, quand il y a en plus un jeu de rôle. Donc il faut trouver ce chemin de sortie. Chaque acteur essaie d'y contribuer, d'y mettre sa pierre. Et nous, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes très favorables au dialogue social. Nous croyons véritablement au rôle des partenaires sociaux. Et donc nous sommes très favorables au fait que le dialogue reprenne enfin. Il était temps. 16-17 mai prochain, donc, en format bilatéral. Alors, c'est du jargon de dialogue social et de syndicalisme. On se voit un peu en tête à tête et ça évite la grande tablée où personne ne se dit rien, parce que c'est un peu ça le sujet. Dans quel état d'esprit vous vous situez, vous, William Tay? Vous dites, finalement, le gouvernement a plutôt réussi son coup, parce que globalement, il y a eu 6 mois de mouvement social. Ils vont renouer le dialogue sur des sujets importants autour du travail, de la formation, des lycées professionnels. Et puis, l'été va arriver, on n'en parlera plus? Le point est mixte. Le gouvernement a réussi à faire passer sa réforme des retraites et la prise des décrets d'application veut dire aux syndicats, ça ne sert à rien de continuer à manifester, vous n'obtiendrez pas le retrait de la réforme. Ça veut dire ça. Donc le seul moyen possible, c'est le RIP qui a été refusé par le Conseil constitutionnel. 8 juin prochain. Le 8 juin prochain, et éventuellement... Avec la loi Lyotte. Et la loi Lyotte, éventuellement. Donc, hormis ça, les décrets d'application sont passés, donc arrêtez de manifester. De toute façon, on ne retirera pas notre réforme des retraites. Ensuite, après, les syndicats sont à la croisée des chemins. Ils ont augmenté leur cote de popularité et leur utilité dans toutes les enquêtes d'opinion. Avant, un syndicat était au même niveau d'enquête d'opinion qu'un parti politique. Là, maintenant, ils sont montés, donc ils ont une utilité pour les Français. C'est comment ils utilisent leur capital politique récemment obtenu en vue d'obtenir quoi? Est-ce qu'ils restent dans une posture révolutionnaire ou est-ce qu'ils vont dans une posture plutôt de social-démocratie classique, donc de rapport de négociation? Un syndicat doit être un intermédiaire entre les Français et le pouvoir politique et les décideurs. Véronique disait qu'ils avaient quand même montré des capacités pacifiques, d'écoute. C'est le point. Soit on reste sur la culture révolutionnaire classique qu'on a obtenue depuis les congrès de la SFI au congrès de Tours, etc. Soit ils sont dans une posture plutôt nordique, à l'allemande ou scandinave, dans le but d'obtenir leur capital politique en vue d'avoir des obtentions et des avancées pour les salariés. Et si par cas ils font ça, est-ce qu'on ne passera pas à un syndicalisme du 21e siècle? C'est la question que je pose. Et donc, pourquoi plus serviciel, quoi. Et pourquoi ils ont intérêt à le faire maintenant? Parce que premièrement, les manifestations conduisent à une radicalisation de la violence. Et c'est eux qui vont être jugés responsables, comme ce qui s'est passé lors du 1er mai. Donc si par cas vous continuez comme ça, les casserolades, etc., vous aurez de plus en plus de violence et ce seront les syndicats qui seront tenus responsables. Le deuxième point, c'est qu'ils doivent justifier leur utilité maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu un capital politique. À quoi sert leur capital politique si ce n'est pour obtenir des avancées pour les salariés? Vous n'êtes pas d'accord, dernier, c'est qu'en fait, le gouvernement a intérêt aussi à négocier avec eux et leur donner quelques gains parce qu'ils ont... Emmanuel Macron est obligé de passer l'étape et de ne pas être dans l'immobilisme. Du gain ou du grain. On dit souvent du grain à moudre. Il faut donner aux syndicats un peu de grain à moudre, parce que c'est une expression. Ou de l'argent, plus simplement. Ou de l'argent, tout simplement. Mais vous n'êtes pas d'accord? Je vais réagir. C'était juste sur les syndicats n'ont pas du tout été tenus responsables du 1er mai et de la réalité de ce qui s'est passé. Après, oui, bien sûr, il va falloir qu'ils transforment. Est-ce que ça sera un syndicalisme moderne ou pas? On va dire qu'il y a une partie de l'opinion quand même qui va continuer à être un peu insatisfait. Et le vrai sujet, on sort très abîmé. Un bruit de fond. Oui, et on sort surtout très très abîmé parce qu'il y avait déjà une défiance des Français envers les politiques. Et là, la défiance, elle est énorme. Et elle est l'égard du président de la République, par ailleurs. Exactement. Qui n'arrive pas à redresser sa cote. C'est compliqué. Et surtout, surtout les sujets que vous souhaitiez aborder aujourd'hui, la défiance, elle est systématiquement là. Donc dès que vous annoncez des chiffres, il y a une défiance sur la réalité de ce que vous annoncez. Dès que vous menez un début de négociation, il y a une défiance sur la réalité de votre sincérité. Bref, la défiance, elle va être là. Ça risque d'être quelque chose de très compliqué pour le gouvernement. Projet de loi lycée professionnel France Travail, ça c'est fait. On évoque l'idée d'un débat sur l'immigration, là aussi qui fait écho à notre émission sur le travail, parce qu'il y a un débat autour du travail, de cette immigration choisie. Le texte reviendrait à l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore tout à fait officiel, et les décrets d'application arrivent au Conseil d'État. Ça veut dire que les choses deviennent très concrètes. Alors, on en sait un peu plus. 4 bornes d'âge, auparavant il y en avait 2, et on en sait plus sur... Quand on a commencé à 16 ans, vous vous rappelez, ça avait été le débat, on ne savait pas à l'Assemblée si c'est 16 ans, 18 ans. Concrètement, vous, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qu'est-ce que vous dites finalement? Vous la soutenez, la réforme, ou pas, concrètement? Et là encore, je crois qu'on... Non, mais je ne veux pas vous piéger, mais vous me piégez pas du tout. Parce que là, on devient concret. Non, mais justement, il faut rentrer dans le concret. Et qui dit concret va
vouloir dire quelques difficultés, parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés. Qu'est-ce qui se passe le 1er septembre? Qu'est-ce qui se passe pour les salariés qui sont en congé, etc. Donc il y a plein de difficultés à gérer. Ça va être notre quotidien. Sachant que, comme on l'avait dit, nous sommes pour une réforme des retraites. Nous considérons que cette réforme de retraite a été relativement malmenée. Et encore, elle a malheureusement abîmé le dialogue social et globalement le pays. Une fois qu'on a dit ça, oui, cette réforme est nécessaire, puisqu'il y a un problème de financement, il y a un problème de vieillissement du pays. Il faut aussi financer la dépendance. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, oui, nous soutenons une réforme des retraites. Et donc maintenant, il faut la mettre en œuvre, il faut avancer au service de l'ensemble des salariés et au service de l'ensemble de la société. Je voudrais associer deux sujets, parce que vous travaillez les sujets avant de venir, je sais que vous potassez. Il y a l'emploi salarié dans le privé qui progresse toujours un tout petit peu, et ça, je trouve que c'est un chiffre qui est très intéressant. Et puis, au même moment, une polémique émerge, alors un début de polémique autour de ce RSA, revenu de solidarité actif, qui était en fait une allocation qui est versée sans contrepartie, c'était la règle, les départements géraient financièrement cette allocation, elle avait un coût assez lourd d'ailleurs pour les départements, sauf que là, dans le cadre de la réforme de France Travail, Olivier Dussopt, Thibault Guilluy évoquent l'idée d'un donnant-donnant. Je me tourne vers vous parce que le millénaire, vous êtes un think tank gaulliste social. Vous dites quoi? Parce qu'il y a gaulliste et il y a social. Vous êtes plutôt pour le donnant-donnant, vous êtes plutôt pour on donne sans contrepartie? Moi je dis qu'il faut faire des réformes pour que si plus le pays est fort, plus on augmentera le pouvoir d'achat et moins on aura de chômage. Le point essentiel, c'est qu'en fait on n'est plus sur le même cycle économique depuis 2008 que ce qu'on avait avant. Vous aviez 3 cycles économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. 45-79, le cycle keynésien classique qui a été battu en brèche par les chocs pétroliers, les 2 chocs pétroliers. 80-2008, c'était le cycle néolibéral auquel vous aviez toujours la même chose. L'augmentation du taux d'emploi était intimement corrélée à la croissance économique, ce qui n'est pas le cas depuis 2008. Quand vous prenez les élections... On continue à croire ça quand même. Régulièrement, on nous dit on attend la croissance pour recréer de l'emploi. C'est pas totalement exact, parce que quand vous regardez la crise sanitaire, on était en récession économique, et pourtant, le taux de chômage s'est maintenu, notamment grâce au dispositif. C'est-à-dire que sur un échelon mixte, grâce à de l'aide publique. Et le rythme néolibéral. Des emplois financés par la public. Donc par la dette. Donc le point essentiel, c'est comment on fait pour permettre à ces gens-là de revenir à l'emploi durablement. Il y a plusieurs données dessus. Il y a ce qu'on appelle le taux de chômage conjoncturel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au chômage conjoncturellement. Et vous avez la donnée la plus importante sur laquelle s'attaquent tous les gouvernements, c'est ce qu'on appelle le chômage structurel. Donc du coup, le RSA. Et le chômage structurel est composé par différents facteurs. Le premier des facteurs du chômage structurel, c'est que vous avez des personnes qui sont en incapacité de revenir dans l'emploi, soit par manque d'envie, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences pour revenir dans le chômage, dans les conditions d'emploi. Il y a une partie où on est obligé de faire de l'industrialisation, parce qu'en fait, ce sont des métiers manuels à haute valeur ajoutée qui leur permettront de revenir dans l'emploi, parce qu'ils ne peuvent pas faire... William, sans aller si loin, concrètement, est-ce qu'il faut, en échange de cette allocation qui est de l'argent public, dire à ces salariés, on vous remet doucement sur le chemin du travail, doucement? Il y a 2 raisons pour lesquelles il faut le faire. La première, c'est que vous créez un décalage entre l'intérêt de rester en aide sociale et ceux qui prennent des métiers salariés. Donc ça veut dire que revenir sur l'emploi devient plus intéressant et plus attractif, notamment pour les métiers compris entre 1 SMIC et 1,6 SMIC. On est d'accord. Le deuxième point, c'est que ces personnes-là, comme ils sont en situation de non-emploi depuis plusieurs années, revenir dans l'emploi, c'est difficile. Revenir dans un cadre normal, être habitué à travailler. C'est pas dit d'ailleurs. Vous en pensez quoi? Parce que là, j'ai l'économiste Michael Zemmour qui avait lancé le débat sur les 1 200 €. Il s'est fait connaître sur cette question. Il dit que ça coûtera une fortune de donner de 15 à 20 heures d'activité à chaque allocataire du RSA. Et Martin Hirsch, qui en est le créateur, en 2008, il dit mais c'est un non-sens puisqu'on dévoie la philosophie même du RSA. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'opinion est plutôt favorable à l'idée du donnant-donnant. L'opinion, globalement, est plutôt favorable. En tout cas, les classes moyennes, les gens qui ne sont pas directement concernés par le RSA considèrent que c'est une bonne nouvelle. Pour autant, il y a pas mal de témoignages, en particulier du contrat engagement jeune, de jeunes qui suivent ces contrats et qui disent que c'est vraiment bien. Donc ça fait un peu... Et ça fonctionne aussi les choses. Mais globalement, les mots qui ressortent le plus quand j'essaie de regarder les commentaires, c'est travail gratuit, bénévolat, culpabilité, beaucoup autour de la culpabilité et globalement, les gens qui connaissent bien le sujet, en particulier dans les fameux territoires ou régions, je ne sais plus comment on doit dire maintenant. Territoire, c'est le mot à la mode. Territoire, disent que ça n'est pas du tout faisable, que c'est très compliqué et que la probabilité que ça puisse se déployer reste compliquée.
Mais oui, l'opinion est plutôt positive, mais là encore, il ne va pas falloir faire des promesses qui ne seront pas suivies, et souvent, c'est vécu comme un sujet de sanction. En tout cas, le gouvernement s'appuie sur le modèle du contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire des jeunes, les NEET, accompagnés, suivis par les missions locales en particulier, et qui permet effectivement à des jeunes de reprendre. Martin Hirsch dit précisément, transformer un allocataire en une main-d'œuvre sans droit est une régression sociale. Alors, je pense qu'il faut aller au-delà des déclarations et surtout par rapport à ces problèmes, je dirais finalement, d'intégration. Je ne suis plus un perdant d'année. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faudrait, à chaque fois, on l'a dit pour le RMI, pour le RSA, il faut intégrer les gens dans le travail. Et je pense que nous sommes tous très favorables. Après, il faut aller au-delà des effets d'annonce et aller dans la pratique. Ce n'est pas simple. Parce qu'il faut encadrer, il faut les former, il faut trouver les emplois. Donc aller au-delà des effets d'annonce pour vraiment aller dans le détail des choses et permettre à tous ces salariés ou ces gens exclus du monde du travail d'y rentrer. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle, sachant que je pense que le vrai objectif, ça serait que le RSA n'existe plus parce que tout le monde sera en activité ou n'existe quasiment plus. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, le vrai objectif, c'est de continuer à aller vers le plein emploi pour éviter que des gens restent en dehors du marché du travail. Quand même, Thibaut Guilluy, qui vient régulièrement sur ce plateau, qui est aujourd'hui le haut-commissaire qui va prendre les rênes de France Travail, a déjà lancé 18 expérimentations sur des territoires. Alors la Seine-Saint-Denis a un peu bloqué, mais sur le fond, il y a quand même l'idée qui renvoie à l'idée d'une société de l'assistanat, qu'on essaie de battre en brèche par l'idée qu'en faisant quelques heures d'un travail, alors tout ça est compliqué à mettre en place, je le concède, ça remet possible, aussi l'être humain dans une forme de dignité, ce qui me semble assez logique quand même. Moi, je vois deux choses. La première, c'est que les citoyens n'ont plus le même rapport par rapport à la solidarité nationale. C'est-à-dire que la solidarité n'est plus de fait un droit, ça doit être contributif. C'est-à-dire que, par exemple, vous contribuez pour votre retraite et vous recevez une prestation d'échange. Donc ça, c'est le premier élément que je vois intéressant. Le deuxième, c'est que vous avez, avec l'argent public qui se raréfie depuis une dizaine, vingtaine d'années, beaucoup de gens qui considèrent qu'on n'a pas à donner des sommes sans contrepartie. Et donc, du coup, il faut les obliger à travailler. Et cette obligation de travail ne doit pas être vue comme une punition, comme vous l'avez souligné, ça doit être vu en fait comme une chance pour ces personnes-là. Quand vous prenez l'ensemble des personnes... Tout dépend comment c'est emballé, excusez-moi. Toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise connaissent la chose. Quand vous avez une personne qui part pendant 6 mois ou 3 mois et qui arrête une activité et qui se remet sur cette activité-là, a toujours un coût d'entrée important. Et c'est pareil sur le marché du travail. C'est difficile de se lever, c'est difficile lorsque vous n'êtes pas dans une chose, de pouvoir se rappliquer, se reprendre des bonnes habitudes, etc. Et puis reprendre contact avec le monde du travail. Certains en sont éloignés depuis longtemps. Il ne faut pas le voir comme une punition, il faut voir comme une opportunité pour eux, de fait, de pouvoir se réintégrer dans un milieu social. Je vous soumets ce chiffre parce que c'est 34% de ceux qui pourraient bénéficier de cette allocation par leurs revenus, par la faiblesse de leurs revenus, qui ne prennent pas, ne vont pas chercher l'allocation. Ce sont des familles, ce sont des individus. Ça aussi, ça dit quelque chose de notre société. C'est-à-dire qu'on est aussi dans parfois des modèles qui sont extrêmement bien pensés dans l'hémicycle, mais qui sont des usines à gaz. On voit que 34% n'y vont pas. Quand on regarde les motivations pour lesquelles ils n'y vont pas, c'est que bien souvent ils ne comprennent pas vraiment les démarches à effectuer, voire même ils ne pensent pas être dedans. Il y a une réalité aussi, c'est que souvent les gens pensent que ça ne va pas durer. Et donc c'est beaucoup d'enquiquinement de papier pour... Donc je ne le fais pas. Donc je ne le fais pas parce que de toute façon ça ne va pas durer. Et puis quand malheureusement les choses s'installent, ils commencent à bouger. Et c'est le reflet d'une bureaucratie qui est quand même très particulière en France. C'est souvent très bureaucratique. J'étais sûr que vous alliez reprendre sur ce sujet. Parce que vous avez, hier sur une autre radio, il y avait l'un de vos confrères qui a fait un commentaire hier matin à 8h à 7h40 très très précis du détail, je dirais, d'un formulaire de RSA. Je vous avoue que je n'avais jamais été voir ce qu'on est extrêmement complexe. Extrêmement compliqué. Et donc on voyait ça, c'est vraiment c'est kafkaïen. C'est totalement bureaucratique et c'est aussi pour ça que des gens n'y accèdent pas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut dépasser le stade de la bureaucratie pour aller vers, je dirais, la vraie vie et trouver vraiment des emplois. Je vais me parler d'un revenu universel, beaucoup plus simple. Non, parce que ce débat est posé. C'est un autre débat. Non, mais il est concomitant. Il est concomitant. C'est-à-dire que pour subvenir aux besoins essentiels et vitaux, certains évoquaient pendant la campagne présidentielle un revenu universel. Je pense à Benoît Hamon, il y a plusieurs façons. Non, ce qui peut être plus pratique que le revenu universel, c'est l'allocation unique auquel vous mettez toutes les aides ensemble en vue de simplifier. Vous parlez tous les deux du problème du bureaucratique. Si par cas vous mettez une aide simplifiée à hauteur de tiers du SMIC ou à 3/4 du SMIC, qui soit délivrée automatiquement. Parce que lorsque vous évoquez que 34%, il y a plusieurs choses dans ces 34%. Il y a un problème qui est de diplôme. C'est-à-dire que les personnes qui ne demandent pas, souvent, d'un niveau de qualification qui est moins élevé. Il y a un problème, ce n'est pas marqué dans le rapport de l'adresse de cette année, mais c'était marqué il y a 5 ans, un problème géographique. C'est-à-dire que les endroits où vous avez un problème d'accession au RSA est carrément calé sur les déserts médicaux. Donc, ça veut dire que c'est sur la diagonale du vide. Donc, vous avez un problème d'accession aux services publics et donc, vous créez une inégalité. Et Internet. Et donc, du coup, pour battre tous ces éléments, est-ce que vous ne mettez pas à la fois un droit et un devoir qui est, on vous demande on y revient. en échange,
on vous demande du coup de contribuer, mais en échange, on vous simplifie la vie pour accéder à cette allocation unique plus facilement. Avant de nous quitter, François, parce que vous êtes chef d'entreprise, alors évidemment, Véronique là aussi, mais vous êtes... si le gouvernement vous dit maintenant il faut rentrer dans le concret, il faut que chaque chef d'entreprise accepte d'accueillir un allocataire pour une vingtaine d'heures par semaine, une quinzaine d'heures. Est-ce que vous dites, nous, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, oui, on le fait, parce que c'est aussi un geste de solidarité, au final? Nous, on ne fera pas ça pour faire plaisir au gouvernement. Et on n'est pas là non plus pour gérer à sa place la solidarité. Enfin, non, mais nous, on est là pour créer de la richesse et pour permettre, on nous laisse là pour créer des emplois au service des entreprises. Il faut bien les mettre quelque part, ces allocataires. Nous en accueillons beaucoup, nous accueillons des stagiaires, nous accueillons des personnes en situation de handicap, nous accueillons plein de gens, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour être encore plus inclusifs. Maintenant, on n'est pas non plus pour remplacer l'État, et l'État ne doit pas nous refiler la patate chaude dans la matière. Mais on est là pour créer la richesse et on est là pour que l'État soit plus efficace et nous permette ensemble, je dirais, de mieux intégrer l'ensemble des salariés. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On peut se disputer philosophiquement pour conclure, Véronique, mais la chose concrète va arriver, c'est-à-dire concrètement, quelles sont les entreprises qui accueillent ces allocataires? Est-ce que c'est que la fonction publique territoriale et d'État? Et les entreprises ne sont pas mêlées, donc ça sera un échec. C'est ça le concret. C'est bien ça. Les discussions, comme je vous disais, les gens sont d'accord sur le principe, oui, voire même plutôt favorable. Oui, il y a énormément de commentaires de gens qui disent, mais moi j'ai essayé et les entreprises ne sont pas forcément si ouvertes que ça, c'est pas si simple que ça, il faut voir la qualité des boulots qui sont proposés. Comme vous le disiez fort justement, c'est compliqué de se remettre dans le circuit. Et donc, arriver à convaincre un chef d'entreprise que oui, sur ces 20 heures, je serai extrêmement performant. Oui, parce qu'il y a un rôle de tuteur et de formation. Et puis pour les entreprises, très sincèrement, c'est compliqué. Et pour les petites et moyennes entreprises, qui est quand même le gros du tissu économique français, bien consacrer du temps à quelqu'un, si on veut bien le faire, on n'a pas toujours le temps, les moyens, l'énergie et tout simplement même des typologies de travail qui correspondraient à la réalité des besoins. Mais c'est pour ça qu'il faut demander aux partenaires sociaux de se mettre ensemble autour de la table pour gérer ce sujet, parce qu'ils sont les mieux à même de permettre et de voir ce qui est possible en entreprise. 16 et 17 mai prochain, on en saura plus dans les fameuses bilatérales. L'ultime pouvoir, je ne veux pas qu'on se quitte sans avoir parlé de ce livre, La vérité sur l'impact des réseaux sociaux, édition du CERF, on dit du CERF, Véronique Reil-Soult, spécialiste de ces sujets, puisqu'elle vient régulièrement nous éclairer. Et c'est une analyse inquiétante? Non, positive. Positive, non mais je voulais comprendre. Il y a quand même un peu d'angoissant, mais positive. Merci William Tay, président de Le Millénaire. Merci à François Vigne, entrepreneur, Sycomore Corporate et entrepreneur dirigeant chrétien, un des membres éminents de cette association. Merci à vous trois. On tourne une page, on s'intéresse au Chief People Officer. C'est le métier qui monte, c'est le couteau suisse des entreprises. Tout le monde cherche son Chief Officer, People Officer. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, vous en avez entendu parler, vous en recherchez les Chief People Officer. Tout le monde veut son Chief People Officer. Un nouveau rôle dans l'entreprise, un poste très recherché et on en parle avec Attika Renk. Bonjour Attika. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes, alors ça tombe très bien, vous êtes Chief People Officer chez Qobuz. C'est ça. D'abord, avant de parler de votre métier, Qobuz, c'est quoi ? Alors, Qobuz, c'est une plateforme de streaming et de téléchargement de musique haute qualité, qui propose également un contenu éditorial réalisé par nos experts musique. Et votre métier, dans ce contexte fun finalement de la musique, du streaming, c'est un environnement très sympa. Pourquoi on dit Chief People Officer et pourquoi pas on ne dit pas DRH? C'est quoi la différence? Parce que j'ai le sentiment que les compétences que vous avez sont beaucoup plus larges que celles d'un DRH. Alors, pas tellement finalement. Aujourd'hui, on a plutôt décidé de changer un peu l'intitulé. D'une part parce que Qobuz est une boîte internationale. On est présent dans 26 pays. On a également des collaborateurs qui sont dans d'autres pays. Et donc, notre langue de travail, c'est l'anglais. Donc, plus facile d'utiliser Chief People Officer. Exactement. Et dans Chief People Officer, on a rajouté la dimension People. Donc la dimension, voilà, aujourd'hui on parle de personnes, on ne parle pas de ressources humaines, un peu abstrait. C'est vrai que c'est contesté ce mot. Alors c'est contesté parce que finalement, c'est plus le même métier qu'on a connu il y a 20 ans. Aujourd'hui, le poste de DRH, c'est vraiment gérer les individus, donc les personnes, dans un collectif. J'avais le sentiment que dans l'intitulé de Chief People Officer, on va le dire beaucoup dans cette rubrique, c'est un petit côté aussi
un peu plus couteau suisse, est en capacité d'être plus réactif que le DRH n'a pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La porte est un peu plus fermée peut-être parfois chez le DRH et très très ouverte chez le Chief People Officer. Peut-être me trompais-je. Ah, pas du tout. Ah, on est très opérationnel, justement. Ouais. Alors, encore une fois, je pense que le métier de DRH a changé. C'est pour ça qu'on l'appelle comme cela aujourd'hui. Parce que vous avez une formation RH, DRH, on est d'accord. Alors, j'ai une formation RH, psychologie, finance. Psychologie. Aujourd'hui, il y a des écoles qui existent et qui sont super, d'ailleurs. C'est vrai. Et qui apprennent vraiment le métier de RH, parce que finalement, moi, avec mon cursus, je l'ai appris au travers de mes expériences. Mais finalement, moi, j'ai toujours considéré que le métier de DRH était un métier opérationnel, de terrain, parce qu'il faut écouter, il faut être à l'écoute. Mais vous nous dites quand même, dans la jeune génération que vous incarnez, on est un peu... Alors, on a quitté le délégué du personnel ou le monsieur qui était dans le bureau au XXe siècle. On est en train doucement de quitter le mot de DRH pour arriver à quoi? C'est quoi le profil de ce Chief People Officer? Plus ouvert, plus au contact? Comment vous définiriez votre fonction et votre métier, finalement? Alors, je dirais plus ouvert, certainement, puisque plus dans le contact, comme vous le dites si bien, et également plus agile. C'est un mot à la mode qui existe depuis après-Covid. Et pour le coup, c'est vraiment ce qu'on attend d'un Chief People Officer, c'est d'avoir cette agilité qui permet d'avancer. On est dans un monde qui est tout le temps en pleine transformation, et donc d'accompagner aussi les équipes en ce sens, et de réorganiser à chaque fois les équipes, pour que... Attika, dans les fonctions que vous portez, il y a plein de choses. Il y a la formation, évidemment, mais il y a aussi le recrutement, on est d'accord. Un Chief People Officer, c'est celui qui va avec ses équipes. J'imagine que vous avez une équipe avec vous, qui allait recruter, qui allait onboarder, qui va aussi parfois se séparer de collaborateurs. On est d'accord. Ça reste des fonctions classiques du Chief People Officer. Ça reste des fonctions classiques du Chief People Officer, du pré-boarding, de l'onboarding, de la vie du salarié au sein même de l'entreprise et ensuite du départ du salarié. Question chez Cobuzz, vous êtes une jeune entreprise, jeune, dynamique, rattachée directement au CEO, comment ça se passe? Vous êtes dans le COMEX, comment se passe votre relation avec la direction? Eh bien justement, c'est un point que je n'ai pas relevé aussi au départ. Le Chief People Officer, il est Chief. Donc aujourd'hui, on note bien que le DRH, c'est un des bras droits de la direction. Et donc, je fais partie du CODIR, tout comme le Chief Marketing Officer. Et quand vous allez faire une dernière question, des dîners en ville entre collègues, vous dites Chief People Officer quand vous avez des RH ancienne école, ou vous dites, bon, finalement, je suis DRH. Comment vous faites là? Vous gardez votre terme anglais ou vous dites DRH? Ça dépend si je discute avec des collègues français ou anglophones. Évidemment. Donc, vous êtes en tout cas officiellement chez Cobuzz le Chief People Officer, la Chief People Officer. Merci Attika Areng d'être venue nous rendre visite pour ce premier passage télé. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Merci évidemment pour tous vos messages que nous lisons. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Mathieu au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Merci à vous. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.